Les événements se révèlent à chaque chapitre. Et oui, Oda entame la dernière saga avec classe et il continue réellement à nous intriguer. Le flashback de Sabo sur Marie-Joie ne fait que commencer. Les infos sur chaque personnage arrivent. Les morts vont être révélés. La rencontre entre le Gorosei et Cobra. Le fait que Sabo ait retrouvé le corps de celui-ci. Les révolutionnaires contre les amiraux. Et oui, les débats de puissance ont fusé dans tous les sens. Mais plus que ça, des ombres ont été dévoilées. Les ombres des cavaliers divins qui ressemblent à celles de Shanks, mais aussi à celles de Dragon. Les dragons célestes ont-ils un lien avec ces deux-là? Les familles de One Piece vont-elles être sublimées? Et bienvenue sur Raft et Nakama. Et là, c'est le moment de crier de joie puisque ce chapitre, il était juste incroyable. Une légère petite déception à la fin puisqu'on attend quand même des réponses et on ne les a pas encore, oui, mais ça finira par arriver. Mystère, quoi. On n'est pas sûr que Oda il a vraiment envie d'arriver à la saga finale, en tout cas de finir cette saga finale. Donc il rajoute des choses par-dessus des choses par-dessus des choses. Ça se construit, hein. Franchement c'est plutôt cool. Mais il n'y a pas de réponse pour le moment réellement. Donc on va voir ce qui va se passer. Et petite info avant de commencer, ce soir on fait un live Twitch sur Zelda, donc le dernier Zelda, Tears of the Kingdom. On l'a acheté hier soir à minuit. Oui, ah oui, on a fait la queue pendant très longtemps. Oui, pendant 2 heures. Voilà, mais on l'a, c'est le principal. Donc ce soir, si vous avez envie de découvrir le jeu, si vous connaissez pas, eh ben, n'hésitez pas. Ça va être hyper drôle parce que c'est moi qui vais jouer principalement et je suis nulle. Donc voilà. Allez, venez, ça va être sympathique. Le lien du Twitch est en description. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Pour la page de couverture de cette semaine, encore une fois, Oda fait les petites illustrations qu'on lui a demandé, que les lecteurs lui ont demandé. Et là, c'est Doflamingo qui est en train de soigner un petit oisillon. Et en plus, il l'a mis en fait dans un nouveau nid. L'oisillon, il vient de tomber du nid. Hein. Il a utilisé son manteau pour faire un nid pour l'oisillon. C'est super sympathique en vrai et ça montre pas mal de petits trucs et il y a une interprétation ou 3 interprétations qu'on peut faire là-dessus. La première, qui est super intéressante, c'est le fait que l'oisillon soit un peu le reflet de lui-même. On sait tous que Doflamingo, c'est un petit peu l'oisillon tombé du nid des dragons célestes. C'est celui qui a été enlevé par ses parents et qui en fait s'est retrouvé dans le monde réel et il a eu besoin qu'on s'occupe de lui. Trébol s'est occupé de lui d'une certaine façon en vrai et a fait de cet oisillon ce qu'il est aujourd'hui, le Pink Flamingo. C'est aussi dans cette même interprétation le fait que lui il a rendu ça au centuple en créant la Don Quichotte Family. Il a ramassé pas mal de personnes en fait qui étaient tombées du nid un peu partout et il les a élevées, il les a pris en fait dans sa famille. Au-delà en fait des personnes qui étaient déjà adultes, on a Baby Five, on a Lo quand même. Lo c'est l'oisillon par excellence que Doflamingo a essayé d'élever et cette interprétation pour nous elle est extrêmement intéressante. La deuxième interprétation, eh bien c'est celle de Tox, un de nos modos sur Twitch. Donc pour lui en fait cette image fait directement référence à une autre page de couverture où on voyait Crocodile protégeant un petit chien sous la pluie. Pour lui effectivement cette image ça signifie tout simplement que Doflamingo va rejoindre la Cross Guild. Nous on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, peut-être qu'il va effectivement rejoindre la Cross Guild mais on ne voit pas de lien entre ces deux images directement, ce serait plutôt juste un concours de circonstances mais pas forcément... C'est un peu tiré par les cheveux, c'est très éloigné. Mais nous on y croit, on pense que Doflamingo va rejoindre la Cross Guild d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas un foreshadowing de ça ici. Troisième interprétation, et sans doute la plus intéressante, c'est que Doflamingo il est en train de s'occuper d'un oisillon tombé dans le nid. Et l'oisillon qui est tombé dans le nid, et ben il y en a un dans One Piece il y a pas longtemps. C'est Webble. Webble vient de tomber de son nid. Il était avec sa maman durant toute sa vie. Et là, Aramaki l'a enlevé. Le gars, il est tombé du nid. Oh mon dieu, je sais pas quoi faire. Il est directement à Impel Down. À Impel Down, il va se passer un truc. C'est que Doflamingo, le mec le plus manipulateur du monde, il va faire quoi? Bah, il va manipuler l'homme le plus... Facilement manipulable, exactement, du monde. Bah, c'est notre fameux Webble. Et là, la connivence, elle est là. Il va soigner ses plaies, entre guillemets, en fait, en lui parlant. Et puis, lors de l'évasion, il va dire « Hey, viens mon pote, maintenant, t'es dans ma famille, toi !» Et Webble, il va voir « Oh, papa !» ou un truc du genre, tu vois, mon frère, ou je sais pas. Et ça, ce sera une nouvelle famille pour Doflamingo, qui va aussi faire évader tous les membres de sa famille, mais qui aura Webble en plus, et ça va faire un truc exceptionnel. Si on rejoint la Cross Guild, c'est tant mieux, mais s'ils font une nouvelle Don Quichotte Family dans leur coin, c'est aussi intéressant. Première page du chapitre. L'histoire continue là où on l'a laissé, sur l'île que d'étraves. Sabo fait son rapport et annonce que les 3 objectifs fixés ont été atteints. Ils ont bien déclaré la guerre en détruisant le symbole des dragons célestes, ils ont sauvé Koma et libéré tous les esclaves qu'ils ont croisés, et enfin, ils ont détruit les réserves alimentaires de la Terre Sainte. Tout ça a forcément attiré les gros calibres déjà à proximité. Et Dragon continue en disant que de leur côté, ils ont bien provoqué les soulèvements dans les populations. Sur 12 pays, 8 ont répondu à l'appel et ils ont lancé une révolution. Ivankov rajoute que l'ensemble a été censuré dans les journaux, mais ces 7 pays ont bien arrêté de payer la taxe céleste. Mais l'armée révolutionnaire a poussé la chose bien plus loin en coulant tous les bateaux de ravitaillement. Maréjoise est une place forte imprenable, alors les révolutionnaires vont s'en servir pour les affamer. Et évidemment, Ivankov fait le show en hurlant que le gouvernement va souffrir.
Dragon reprend en disant que ce n'est pas ce qu'il va les mettre à terre. Mais maintenant, cette pression les poussera à bout, et lorsqu'ils le seront, ils les enverront, ces fameux cavaliers divins. Et c'est là que la véritable bataille commencera. Le chapitre, en vrai, il commence très très bien. Mais en soi, on a un petit problème avec tout ça, c'est que Sabo, il prend tout son temps. Ça va à 2 à l'heure, en fait, le début de la scène. Nous, on aurait pensé que le chapitre aurait été full flashback et ça aurait été super intéressant. Là, on a l'impression qu'il y a un dédoublement des informations. Genre, on va parler, en fait, des 3 objectifs des révolutionnaires, mais en même temps, quand le flashback va commencer, on aura aussi les 3 objectifs des révolutionnaires. Oda aurait pu clusteriser ça et faire, en fait, un chapitre avec plus d'informations. Et il l'a pas fait. Nous, on trouve que c'est un peu lent comme début. Par contre, il y a quand même pas mal d'informations qu'ils ont données et on comprend enfin leur mission sur place. Il y en avait 3 d'ailleurs. Exactement. La première, c'était effectivement de détruire le symbole des dragons célestes. Donc là, c'est un peu comme provoquer en guerre tout simplement, déclarer la guerre. Oui, d'ailleurs, en fait, c'était pas un drapeau qui a été détruit, mais c'est un symbole en fer qu'on voit et c'est assez étonnant. On n'avait jamais réellement vu cette explication-là et c'est vraiment intéressant du coup. Oui, c'est la même patte que les esclaves ont sur leur dos, mais ça, tout le monde le savait. Le plus intéressant, c'est vraiment que ce symbole était sur peut-être un bâtiment très important qu'ils ont réussi à atteindre, un monument, quelque chose qui date en fait de la Grande Guerre, en fait du siècle oublié. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que c'est plutôt une déclaration de guerre que là ils font directement en dragon céleste. La deuxième chose, eh bien, c'était tout simplement de libérer Kuma. Et ça, ils l'ont fait. Et les esclaves. Et les esclaves, exactement. Et la troisième mission, eh bien, ce sont de détruire les vivres qui étaient sur place. Et la troisième mission, eh bien, c'est de détruire les vivres qui sont directement sur place. Et ça, c'est vraiment génial puisqu'ils sont en train de faire vivre aux dragons célestes ce que la population a vécu. Il ne faut pas oublier que la plupart des populations alentours sont en train de mourir de faim tous les jours. Donc là, c'est un juste retour des choses. Mais ils sont quand même allés un peu plus loin parce que finalement, ils empêchent également tous les navires de ravitaillement d'arriver du coup directement à Marie-Joie. Ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, ils sont en état de siège. C'est comme si ils étaient en train de jouer un énorme jeu stratégique sur toutes les mers. On ne sait pas où ça va aboutir parce que pour nous, c'est pas suffisant. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, c'est pas suffisant, mais c'est juste pour diminuer tout ça et faire sortir certaines personnes de leur trou. Et ces personnes, ce sont les cavaliers divins. Là, c'est la deuxième fois qu'on entend parler d'eux. C'est la deuxième fois, et pourtant, là, on voit leur silhouette, enfin. C'est vraiment intéressant. Dragon les vend comme si c'était eux le véritable problème, le véritable ennemi. Les amiraux, c'est pas grave, selon lui. C'est vraiment pas grave, alors que là, les cavaliers divins, c'est quelque chose, en fait, où la vraie guerre va commencer. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus forts que les amiraux ou que la marine ? C'est délicat à dire, nous on ne pense pas en fait. Ce qui est juste la vérité, c'est que la marine s'occupe des pirates, c'est leur rôle, c'est comme ça, ils maîtrisent les mers. Et les cavaliers divins, ils s'occupent en fait des dragons célestes, de la protection, de la surprotection des dragons célestes et du Gorosei. Donc c'est logiquement l'ennemi héréditaire, limite en fait des révolutionnaires. Quand il y a une révolution, c'est eux qui vont s'en occuper, qui vont buter en fait les personnes qui sont à la tête de cette révolution, les personnes qui sont fortes et qui font partie de cette révolution. Dragon le sait très bien. Mais pourquoi Dragon le sait très bien? Ça, c'est autre chose. Et là, on va regarder les silhouettes de ces personnes. Et ça, c'est fou. Ils ressemblent clairement à des personnes qu'on connaît. Et même un peu trop, quoi. Le mec du milieu, il a la silhouette de Shanks avec l'épée de Shanks, c'est fou. Ou alors Iguma, hein, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il ressemble bien en fait à Shanks, c'est même assez violent. Et le mec d'à côté, on dirait qu'il a des cornes, certes, mais on dirait qu'il ressemble un peu à Dragon, avec les cheveux hirsutes, les grands cheveux, c'est fou. Bien sûr, ce ne sont pas eux. Mais c'est impossible que ce soit eux. Alors nous, on a 3 théories sur le sujet. La première théorie, eh bien, ce serait que ce soit Shanks et son équipage. Au niveau des silhouettes, ça correspond plutôt pas mal. On peut retrouver assez facilement chaque membre d'équipage, mais par contre, nous, on n'y croit pas vraiment. L'équipage de Shanks, c'est quand même l'équipage, l'un des équipages les plus connus au monde de One Piece. Ça colle pas finalement. Les amiraux, ils auraient pas dit l'équipage de Shanks, ils auraient dit directement les cavaliers divins. Tout le monde l'aurait su, même Dragon l'aurait su. Exactement. Oda, on sait qu'il cache des informations, mais là, cacher cette information-là, alors que des pirates protégeraient les dragons célestes et seraient en fait, ce serait leur fonction principale, ce serait chaud en fait à dire oui. Non, on n'y croit absolument pas. Théorie numéro 2, ce serait Dragon. Le mec à côté, c'est Dragon. On n'y croit vraiment pas. Le mec, il va pas parler de lui comme étant dans le tas alors qu'il n'est pas dans le tas. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'il aurait été lui-même un dragon céleste il y a très longtemps. Un dragon céleste, mais plus que ça, un cavalier céleste. Qui serait en fait dans cet ordre-là et qu'il ait grandi là-dedans, qu'il ait des origines en fait hyper nobles et qu'on l'ait sélectionné pour sa force pour être là-dedans. Mais en fait, au fil des missions, au fil de ce qu'il a vu, et peut-être même qu'il est tombé amoureux de quelqu'un particulier, enfin
ça c'est des théories qu'on développera en fait très très vite. À la fin de semaine, ce dimanche matin. Donc à 10 h, ne la loupez pas. Bref, et ça aboutirait en fait au fait que Dragon ait quitté les Cavaliers Célestes avec énormément de secrets sur ce monde. Et avec ces secrets, il s'est dit c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, le monde est horrible, il faut que je fasse une révolution. Et voilà pourquoi il a autant d'informations. Et pour cette troisième théorie, eh bien, ce serait tout simplement que ce soit des membres de la famille assez proches de ces deux-là. C'est assez possible, effectivement. Il ne faut pas oublier que pour Shanks, il a été retrouvé dans un coffre sur God Valley. On ne sait pas vraiment d'où il vient, mais par contre, une information a été donnée dans le film Red. Son nom de famille, c'est Figureland. Firland, ça dépend en fait de la version japonaise ou de la version anglaise, ou même la version française, je crois que c'est Firland. Mais en tout cas, c'est le Gorosei qui le dit, c'est une information qui vient d'eux. Le fait qu'il ait été retrouvé sur God Valley, ça veut dire que ses parents l'ont caché sur place. On sait qu'il y avait des dragons célestes sur place. Ça donne pas mal d'indices. Donc le mec dont on voit en fait l'ombre, ça peut être un membre de sa famille. Peut-être un cousin, un père, un frère. Nous, on pense que c'est possiblement un frère. Et ce serait génial d'avoir un autre mec en fait de cette lignée soi-disant surpuissante, avec une histoire incroyable. Peut-être qu'à l'époque, ce sont eux qui ont renversé la guerre contre Nika, contre le Joy Boy, contre les royaumes antiques. Et c'est eux qui tiennent en fait le vrai pouvoir du gouvernement. La paix du gouvernement, c'est une pax en fait imposée, c'est une paix imposée. Et ce serait sur eux que ça repose. Et Shanks, lui, le pauvre, il a été perdu à God Valley. Roger l'a élevé, et quand on a retrouvé en fait sa trace, c'était un peu trop tard. Petite remarque également importante, c'est que les 8 nations qui sont révoltées, eh bien c'est bien du fait des révolutionnaires. Là, au moins, c'est clair. On avait peut-être un léger doute, puisqu'effectivement, ça aurait très bien pu venir de nulle part, enfin tout simplement de la colère finalement de la population en elle-même. Et c'est pas le cas. Et c'est même intéressant. Par contre, Im-sama, c'est assez étonnant comme histoire, parce que le Gorosei semble dire qu'Im-sama détruit un petit peu les îles au hasard. On ne sait pas pourquoi. Il a décidé de détruire cette île à ce moment-là. C'est pas parce que Sabo était dessus. C'est peut-être pas parce qu'il y avait une révolution. Ou peut-être un petit peu, ça a été un petit peu induit. Mais sur les 8 îles qui ont une révolution, d'ailleurs le gouvernement a camouflé le truc, les journaux n'en parlent pas, et bien il y en a une seule qui a été détruite. C'est pour faire un exemple, ça nous étonnerait parce que sinon, si ça passe pas aux infos, comment est-ce que les autres savent qu'il y a une île qui a disparu? C'est bizarre. Im-sama, est-ce que c'est vraiment un pantin? C'est une bonne question. La conversation continue et cette fois, Ivankov et Dragon appellent Sabo l'empereur des flammes. Ils veulent comprendre ce qui a bien pu se passer avec Cobra. Dragon lâche qu'aux yeux des révolutionnaires du monde entier, il est un héros grâce à ça. Cobra était un très bon roi, contrairement à bien d'autres. C'était même un cas à part selon le père de Luffy. Mais la désinformation l'emporte la plupart du temps. Sabo, en vrai révolutionnaire, dit qu'il a du mal à le dire, mais il a de la peine pour ce qui arrivait à Cobra. Par contre, il assumera le mensonge que le monde croit si ça peut aider la révolution. Après tout, la une du journal était une photo de lui à côté du cadavre du roi. La réputation du roi Cobra, c'était vraiment quelque chose, parce que là, Dragon semble dire que c'était un très bon roi, Sabo semble le penser également, tout le monde semblait le penser, et ça justifie quelque chose. C'est lors d'Alabasta, il y a une révolution sur place. Alors pourquoi les révolutionnaires n'ont envoyé personne? Tout simplement parce qu'ils pensaient que Cobra était le seul bon roi de la région, voire même de tout One Piece. C'était pas très judicieux d'aller en fait soutenir une révolution dont ils ne savaient pas si c'était des gens bien ou des gens méchants. Donc autant laisser faire. Si le roi Cobra restait, tant mieux, ça ferait en fait un pays en moins à gérer. Et si les révolutionnaires passaient, tant mieux aussi, parce que ça veut dire que les révolutionnaires ont gagné du terrain. Les deux y allaient, les deux étaient bons, donc autant ne pas s'en mêler. Par contre, on est passé à ça d'une réunion des 3 frères sur Alabasta, et ça c'est bien dommage. Le titre d'empereur des flammes, visiblement ça ne plaît pas vraiment à Sabo, et surtout, il n'a pas vraiment envie de voler la vedette à Dragon. C'est son menteur après tout, on comprend. Et en plus, il ne relève absolument pas la chose. Et la mort du roi Cobra, visiblement ça profite à tout le monde, et en plus, ça donne du cachet à la révolution. C'est assez intéressant d'ailleurs, en fait, dans l'histoire des révolutions du monde, ça a toujours été comme ça, on prête des actes à des révolutionnaires qui ne sont pas vraiment leurs actes, et ça c'est vraiment intéressant. Par contre, après une révolution, il y a toujours une phase, ou presque toujours, une phase horrible, où c'est un petit peu la zizanie, où il y a des morts, où il y a en fait des répressions, des choses pour changer en fait l'ancienne nation pour devenir la nouvelle nation. C'est très connu. La Révolution française, elle était absolument pas si glorieuse qu'on ce qu'on peut penser. Peu importe la Révolution française, les 3 révolutions françaises, peu importe la révolution dans le monde, c'était comme ça. Et nous, on se pose des questions. Et après cette révolution dans One Piece, est-ce que ça va pas se passer un petit peu? Est-ce que cette révolution, elle va pas arriver un petit peu plus tôt que ce qu'on croit? Là, Dragon sera au centre de tout. Dragon aura le pouvoir. Et si jamais il tourne mal? Et si jamais, en fait, dans sa tête, il a toujours voulu être l'homme le plus puissant de ce monde? Et si c'était un Robespierre? Et si le mec,
c'était en fait le méchant ultime de One Piece. Le père de Luffy, celui que personne ne soupçonnerait d'être méchant, parce qu'en fait il est un révolutionnaire, c'est censé être gentil. Cet homme dont on ne connaît rien de la vie, dont le mec, il est totalement stoïque, il a juste aidé Luffy une fois, et puis il n'a plus jamais rien fait. Est-ce que ce serait pas le méchant ultime de One Piece? Bien au-dessus de Vinsama, bien au-dessus de tous les autres, et c'est aussi l'homme le plus recherché du monde. C'est assez étonnant, on divague un peu, mais ce serait intéressant. Sabo repense aux événements de la rêverie. Sur place, les révolutionnaires ont fait leur entrée en scène dans un énorme fracas. Ils ont brûlé le drapeau, puis ils ont trouvé l'entrepôt de nourriture avant de le faire exploser. Les dragons célestes sur place se sont tous affolés, craignant pour leur vie et maudissant ceux qui les attaquent, mais aussi les gardes qui veulent faire exécuter pour manquement au devoir. D'ailleurs, un de ces monstres est à dos de pirate, et comme celui-ci est beaucoup trop lent, il descend et lui dit qu'il est viré. Tout ça en pointant une arme sur lui. Mais heureusement, une ombre s'interpose. Karasu saisit l'arme en plein vol, il demande à tous les esclaves de fuir par l'est de la ville. De nombreux agents débarquent et criblent Karasu de balles, et celui-ci est réduit en miettes, mais une brume noire se reconstitue derrière eux. Et là, son fruit est dévoilé, c'est le Susu Susunomi, le fruit de la suie. Lindbergh débarque et brise les chaînes des esclaves. Il s'occupe des lieux alors que Karasu, lui, il vole directement sur le lieu de la bataille. Il fonce littéralement sur Fujitora et il lui envoie ses corbeaux. Morley, quant à lui, sort de terre et repousse Aramaki qui est sous sa forme full Logia. Il le tranche en se moquant de lui. Le sol de la Terre Sainte tremble, mais Aramaki aussi cause des pertes, et les dragons célestes menacent de le faire pendre. Fujitora, de son côté, il utilise ses pouvoirs et lance qu'il va faire tomber des météorites. La situation est en train de se corser alors que certains membres du CP0 regardent la scène de loin. Les amiraux ont vraiment combattu les capitaines de l'armée révolutionnaire. Et ça, c'est assez étonnant parce que en vrai, c'est pas ce que nous on croyait. On croyait que Sabo allait intervenir et là, on dirait que c'est pas du tout le cas. Bon, le combat est très étonnant, mais faisons les choses dans l'ordre. D'abord, le fruit justement de Karasu, c'est vraiment quelque chose de super incroyable. Le Suisunomi, le fruit de la suie, c'est vraiment un bon fruit. On n'a pas peur de le dire, on l'adore. On l'adore vraiment. Nous, on pense que c'est un Logia. En tout cas, c'est un paramètre spécial, c'est pas jeune non plus. En tout cas, on voit bien que tout passe à travers lui et il se régénère instantanément, c'est génial. Bon, on s'est aussi trompé, on croyait que c'était un Logia, non pas un Logia pardon, on croyait que c'était un fruit mythique, mais c'est pas le cas, mais on n'a pas peur de le dire en vrai, car on est vraiment très content du fruit de Karasu. Par contre, le fait qu'il n'ait pas de voix, eh bien ça, c'est assez étrange. Pourtant, il a vraiment l'air d'être vraiment en colère contre les dragons célestes. On a même l'impression qu'il y a un lien assez particulier entre eux. Et ça nous fait un peu peur, parce qu'on a l'impression finalement que son flashback, ça va sans doute être l'un des plus horribles qui soit dans One Piece. Il a sans doute eu un passé où il a été directement l'esclave des dragons célestes et peut-être même qui lui ont coupé les cordes vocales et c'est pour ça qu'il ne peut plus parler. Ou même peut-être pire, peut-être qu'il est mutilé au niveau de la bouche. Un jour, il va enlever en fait le bec, son masque de peste, et on va avoir des choses horribles. Nous, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on prévoit. Ça se voit que l'homme, il n'a pas en fait un passé vraiment très heureux. C'est pour ça sans doute qu'il a rejoint les révolutionnaires. Après tout, Koala a fait la même chose. On a énormément de personnes qui ont sans doute été des esclaves, qui sont des personnes qui ont souffert à cause d'eux et qui ont été libérées par la suite. Donc nous, on attend de voir tout ça. Lindbergh, lui, fait vraiment du très bon travail. Mais par contre, on se demande s'il vole par choix ou si il n'a juste pas le choix finalement. On se demande du coup si les dragons célestes n'auraient pas rendu handicapé Lindbergh et que c'est pour ça du coup qu'il volerait constamment. Et enfin, on a ce fameux combat contre les capitaines et les amiraux. C'est fou ce qui se passe parce que Morley qui sort de terre, qui coupe Aramaki et qui en fait a l'air de dominer totalement, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On sait que le Yonko par exemple, il tabassait en fait Luffy au début de Wano très facilement, one shot, tout de suite. Mais Aramaki n'a pas fait one shot en fait sur Morley. Et la question légitime c'est de se demander, est-ce que les capitaines de l'armée révolutionnaire sont capables de rivaliser avec les amiraux? Je pense clairement pas. C'est une situation qui est différente. Et puis on sait très bien qu'Aramaki, il aime bien se faire couper, repousser et compagnie. Il n'était pas battu, il était un peu dominé, c'est certain. D'ailleurs, en fait, dans One Piece, c'est souvent le cas. On peut se faire dominer, mais être plus fort que l'autre. Mais surtout, dans ce cas-là, Aramaki sait très bien qu'il y a les dragons célestes autour de lui. Et le mec, il voue un culte incroyable en fait au fait que les dragons célestes sont au-dessus de tout, qu'il y a une hiérarchie dans ce monde. Et il aime que lui-même, il soit assez haut dans cette hiérarchie. Mais quand il y a quelqu'un au-dessus de lui, il peut pas faire de mal, il le sait très bien. Il essaie en fait, il a essayé d'arrêter Morley, mais en même temps, il pouvait pas faire autre chose. D'ailleurs, on le menace de lui faire couper la tête. Le gars, on dirait qu'il est en stress, oh putain, ma tête, Logia, waouh, ça passe pas. Non, mais il est en stress. Il est en stress et on comprend qu'il ne peut rien faire. Fujitora, il essaie de buter tout le monde. Il est en train de faire descendre des météorites. On se demande bien qu'est-ce qui a bien pu passer dans sa tête, parce que là, ce qui est sûr, c'est qu'il va exploser tout le monde.
Oui, les dragons célestes, il y en a quoi, c'est un peu con. Ça va être à la fois les Rushner, mais aussi les dragons célestes qui vont y passer. Mais nous, du coup, on se demande si c'est pas un peu cherché finalement. Puisqu'il est déjà un peu dans les ennuis en ayant fait destituer des Shichibukai. Alors donc là, peut-être qu'en fait, il essaye juste de supprimer les dragons célestes et faire c'est pas grave, c'est un accident. Moi, ça s'est passé comme ça. En fait, oh mon dieu, ils étaient là. Je croyais qu'ils avaient évacué moi. Oh là là, c'est triste. Et Qu'est-ce que c'est pire, fâcheux. oui exactement. Et le pire, ce serait qu'il y ait un lien avec ses yeux. On ne sait pas quelle est la vérité derrière les yeux de Fujitora. Pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est en lien avec les dragons célestes, mais que personne ne le sait? Est-ce qu'il veut faire une vengeance? Est-ce que le mec c'est le meilleur infiltré pour son propre compte de One Piece? Et il a trouvé le moyen de tuer des dragons célestes dans le cadre de sa fonction. Bien sûr, il va être destitué, peut-être qu'il va être exécuté, peut-être qu'il va être arrêté s'il a fait ça, mais on veut voir tout ça. Et enfin, on a le fameux retour des anciens membres du CP9, et maintenant, on le voit bien, ce sont les membres du CP0. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien de les revoir, tout simplement, mais on est légèrement déçus parce que Oda ne les a pas pu se développer. Triste, ils font que commenter, genre les mecs, Yamiro, hein. Pourtant, les commandants... résiste bien. Non mais Jabura, bouge-toi, je sais pas, hein. Jabura, t'as pas évolué? Peut-être que toi aussi t'as un fruit éveillé, on sait pas. Mais vas-y, s'il te plaît, bouge. J'aime bien Jabura en vrai. Au sein du château, Sabo lâche qu'il vient de trouver où sont gardées la clé des colliers explosifs. Il fonce pour y aller, mais en chemin, il annonce avoir croisé Kuma. Il est avec cet abruti de Saint Carlos et son père. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas lâché le morceau. Ils veulent toujours réduire en esclave Shirahoshi. Morley lui lâche que tout sera pris, il ne faut pas s'inquiéter. Et Bonnet, quant à elle, elle a juste essayé de retrouver son père. Vivi veut aller chercher garde pour assurer la protection de Shirahoshi, alors que Lucci lâche qu'il est là pour ça. Mais Vivi l'engueule en disant qu'il n'avait absolument rien fait auparavant. Et enfin, le roi Cobra se dirige vers les 5 anciens pour une audience extraordinaire. Il sera reçu seul face à eux. Et ses derniers mots pour Pelle et Shaka sont très simples. Gardez un œil sur Vivi, car elle a toujours été espiègle. Et là, c'est la fin du chapitre. Cette fin est très étonnante. Comme on l'a dit, elle pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. On voit Sabo qui est en train de courir un petit peu partout pour chercher les clés en fait des colliers explosifs. Donc ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le Ryuo. En tout cas, personne entre les capitaines ne maîtrise le Ryuo et peut faire exploser les colliers. C'est un petit peu une déception, mais ça arrive. Peut-être qu'il va l'apprendre après, on ne sait pas comment. Et surtout, on a Sabo qui est en train de pister Kuma avec les deux autres cons pour les empêcher en fait d'aller attraper Shirahoshi. Ça c'est intéressant. Parce que on dirait que Shirahoshi et tout ce qui se passe autour d'elle va être la clé de l'incident qui va se passer avec l'arrivée des cavaliers divins. D'ailleurs, dans le chapitre où il y a Akainu qui menace le monde entier, il dit très bien que l'incident avec Saint Roswald, celui qui a protégé Shirahoshi, est clos. Mais comment ça pourrait être clos? Parce qu'il a essayé d'assassiner, entre guillemets, selon tout le monde, Saint Carlos. Mais est-ce que la tentative d'assassinat, n'a pas eu lieu là, maintenant, et non pas avant? Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc en plus? Ce qui fait que Saint Roswald serait potentiellement mort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu arriver. Ces deux monstres de dragons célestes veulent toujours enlever Shirahoshi, et on sait qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'elle est tout simplement rentrée chez elle. Du coup, ça confirme un peu ce qu'on disait. Pour nous, effectivement, Saint Roswald a voulu effectivement protéger Shirahoshi, et Im-sama a envoyé des cavaliers divins pour supprimer toute menace. Et l'autre point intéressant, ce sont les paroles de Cobra. C'est un testament, en fait. Il dit à tout le monde de veiller sur Vivi parce qu'elle est espiègle. C'est comme si qu'il savait ce qui allait se passer. Pour nous, Cobra a continué à faire des recherches sur les royaumes antiques, sur les armes antiques, et il a trouvé pas mal de choses. Et le problème, c'est que c'est arrivé aux oreilles du Gorosei. Le Gorosei n'avait pas vraiment de preuves. Donc ils l'ont convoqué pour lui poser des questions, et ça s'est très mal passé. Il a même peut-être découvert le secret du Gorosei. Des plans, en fait, des choses incroyables qui pourraient faire tomber le gouvernement, ou alors un moyen de rendre vulnérable le Gorosei. Donc ils l'ont fait buter. Ils ont envoyé les cavaliers célestes directement, ils les ont fait venir, et là, Shark, Cobra est mort. Ça fait sens, mais nous on a tellement hâte de voir ça, et je pense que vous aussi. Pour donner une note au chapitre, on donnerait une note entre 7,5 et 8. Parce que franchement, il y avait beaucoup de blabla. L'histoire n'avance pas tellement. On crée de la hype pour la prochaine fois. Et je pense que ça va vraiment le faire. Mais pour le moment, on attend. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, on voit la conversation entre Cobra et le Gorosei. Et Cobra dit clairement qu'il a des informations sur eux qui pourraient les faire tomber. Numéro 2, Sabo s'attaque à Saint Carlos. Et oui, il va l'empêcher d'aller voir Shirahoshi. L'incident sera totalement bouclé, mais les dragons célestes sont arrivés lorsque Saint Roswald va s'interposer. Numéro 3, Fujitora fait descendre les météorites, mais Aramaki protège les dragons célestes. Et enfin, numéro 4, les capitaines de l'armée révolutionnaire ont localisé Kuma et ils sont fuis tous pour aller le chercher. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les One Piece.